Je suis Sarah Wilson, j'ai 27 ans, et je suis l'invisible enfant du milieu dans ce que tout le monde appelait notre famille parfaite en apparence. Il y a 15 ans, l'accident de ma sœur Lorraine a tout changé. Nos parents se sont toujours plus souciés des apparences que de la vérité, de leur réputation que de mon corps brisé. Je n'ai jamais compris pourquoi j'étais celle qui avait été hospitalisée après l'accident de Lorraine, jusqu'à ce que ces radiographies révèlent ce que tout le monde essayait de cacher. La vérité trouve toujours un moyen de faire surface, même lorsqu'elle est enfouie sous des portraits de famille parfaits et des sourires forcés. Ayant grandi dans notre riche banlieue de Boston, ma famille semblait impeccable de l'extérieur. Mon père, le docteur Thomas Wilson, était un neurochirurgien de renom à l'hôpital général du Massachusetts. Ses mains sursauvaient d'innombrables vies, et son nom apparaissait régulièrement dans les revues médicales. Ma mère, Diane Wilson, maintenait sa position de socialité la plus en vue du quartier, organisant des galas de charité qui attiraient l'élite de Boston, tout en siégeant à plusieurs conseils communautaires. Notre maison de style Tudor, avec sa pelouse manucurée et ses décorations saisonnières, figurait régulièrement dans les magazines de style de vie locaux. Puis, il y avait nous, les enfants, les 3 enfants Wilson, chacun avec nos rôles assignés. Lorraine, de 2 ans mon aînée, incarnait la perfection en tant que l'enfant en or. Elle a maintenu une moyenne parfaite de la maternelle au lycée, a été capitaine à la fois de l'équipe de débat et de l'équipe de natation féminine, et jouait du violon à un niveau quasi professionnel. Ses dossiers de candidature à l'université se vantaient de son bénévolat dans des refuges pour sans-abri et de ses stages d'été à l'hôpital de mon père. Les cheveux blonds éclatants et la carrure athlétique de Lorraine attiraient des regards admiratifs, tandis que son charisme attirait un cercle d'amis tout aussi accomplis. Tyler, 3 ans plus jeune que moi, occupait la position du bébé de la famille et du charmant fauteur de troubles. Son sourire espiègle et ses fossettes le sortaient de toutes les situations difficiles. Quand il a déclenché l'alarme incendie de l'école en 3e année, mes parents en ont ri en disant que « les garçons sont des garçons ». Quand il a accidenté la voiture de mon père à 16 ans, ils lui en ont acheté un modèle plus récent, affirmant qu'il devait apprendre la responsabilité avec de meilleures caractéristiques de sécurité. Les notes médiocres de Tyler n'ont jamais suscité d'inquiétude. Il était, en train de trouver sa voie, et était, socialement doué. Et puis, il y avait moi, Sarah, l'enfant du milieu oublié. Je n'étais pas en échec, mais je n'étais pas non plus exceptionnelle. Ma solide moyenne de B+ me valait de brefs hochements de tête lors des discussions du dîner, dominées par les réussites de Lorraine. Mon poste au comité de l'annuaire scolaire ne se comparait pas à des rôles de leadership. Je n'étais ni laide ni belle, juste de taille moyenne, avec des cheveux bruns moyens, et des traits moyens qui ne ressortaient pas sur les photos de famille. J'existais dans les marges de notre récit familial, essayant désespérément diverses activités pour obtenir un moment de reconnaissance. Sarah doit faire plus d'efforts, disait mon père lors de nos dîners familiaux obligatoires du dimanche. À ton âge, Lorraine se préparait déjà pour ses SATS. Ces dîners symbolisaient l'obsession de notre famille pour les apparences. Mère passait des heures à préparer des repas dignes d'Instagram, nous positionnant chacun autour de la table en acajou dans un tableau d'harmonie familiale. Père s'asseyait en bout de table, mère à l'autre bout, l'enfant en or et le petit dernier d'un côté, et l'insignifiante fille du milieu de l'autre. Nous répétions les sujets de conversation acceptables, les réussites scolaires, les opportunités de services communautaires, les ragots de quartier qui nous mettaient en valeur. La fille des Johnson a été rejetée de Princeton, murmurait mère avec une satisfaction à peine dissimulée. Apparemment, ces heures de bénévolat étaient en grande partie fabriquées. Imaginez la honte. Les apparitions publiques exigeaient des tenues coordonnées, pas exactement assorties, mais dans des couleurs complémentaires qui rendaient bien en photo. Mère nous entraînait à répondre aux questions sur notre famille avec des réponses scriptées. Oui, nous avons la chance d'être une famille si unie, récitait Lorraine aux voisins admiratifs. Mes parents soutiennent vraiment tous nos intérêts individuels, faisais-je écho, bien que je ne puisse nommer une seule fois où ils avaient assisté à mon exposition d'art scolaire. J'ai découvert la photographie en 4e, quand M. Abernathy, mon professeur d'art, m'a prêté un vieil appareil Nikon. À travers ce viseur, j'ai trouvé une échappatoire à la pression familiale.
Je pouvais contrôler ce qui était visible et ce qui restait caché. Contrairement à notre famille, où les imperfections étaient effacées, leur existence niée. Je photographiais des bâtiments abandonnés, des équipements de terrain de jeu rouillés, des trottoirs fissurés, la beauté dans l'imperfection qui ne serait jamais autorisée dans le récit de la famille Wilson. Alors que Lorraine entrait en première, son perfectionnisme s'intensifia. Je l'entendais faire les 100 pas la nuit, la voyais réécrire méticuleusement ses notes jusqu'à ce que son écriture atteigne la perfection. Elle calculait et recalculait sa moyenne générale, obsédée par le maintien de son statut de major de promotion. Les entraînements de natation se prolongeaient de plusieurs heures alors qu'elle visait des temps records. La pression montait à l'approche de la saison des candidatures universitaires. Yale est l'école de la famille Wilson depuis des générations, lui rappelait constamment père. Ton grand-père serait si fier de te voir perpétuer la tradition. Je ne m'attendais jamais à ce que mon petit moment de reconnaissance déclenche la première fissure dans la façade parfaite de Lorraine. Le Conseil des arts local organisait un concours de photographie pour jeunes et, sur un coup de tête, j'ai soumis une série de photos intitulées « Invisible milieu ». Des images en noir et blanc capturant l'espace entre les objets, le vide entre les bâtiments, l'espace négatif entre les branches, la chaise vide à une table de dîner. À ma grande surprise, j'ai remporté la première place. Le journal a publié ma photo et une petite interview. Le temps d'un dîner, la conversation a tourné autour de ma réussite. Père a mentionné un client dont la fille fréquentait une prestigieuse école d'art. Mère a suggéré d'organiser une petite réception pour exposer mon travail. Lorraine, inhabituellement silencieuse, poussait la nourriture dans son assiette. Ce n'est qu'un concours local, dit-elle finalement. Pas vraiment du niveau de Yale. Lorraine, la gronda légèrement mère. Sois solidaire de ta sœur. Je suis réaliste, rétorqua Lorraine. La photographie est un hobby, pas une carrière. Sarah doit se concentrer sur ses études si elle veut réussir. Et voilà, mon moment s'était évaporé. Père était d'accord sur le côté pratique. Mère a bifurqué sur la prochaine compétition de natation de Lorraine, et Tyler a demandé à être excusé pour une session de jeux vidéo avec des amis. Je me suis retirée à nouveau dans l'invisibilité, mais pas avant d'avoir surpris l'expression de Lorraine. Pas du triomphe, mais du soulagement. C'était la première fois que j'entrevoyais à quel point sa perfection était fragile. À quel point elle se sentait menacée par le moindre détournement d'attention de son récit soigneusement construit. Je n'avais pas compris à l'époque que, dans une famille bâtie sur les apparences plutôt que sur des liens authentiques, la reconnaissance était un jeu à somme nulle. Si je gagnais en visibilité, Lorraine perdait un temps précieux sous les projecteurs. Et dans la hiérarchie de la famille Wilson, cela n'était tout simplement pas permis. 2 ans plus tard, la dynamique de notre famille a dérivé vers un territoire de plus en plus dangereux. Lorraine, maintenant âgée de 18 ans, était en terminale et hyper concentrée sur sa candidature à Yale. Les résultats d'admission anticipés devaient arriver en décembre, et la pression a transformé notre foyer déjà tendu en un champ de mine d'attente. Pendant ce temps, à 16 ans, je développais enfin ma propre identité en dehors de l'ombre de Lorraine. Mon amitié avec Mia Castillo m'apportait l'authenticité qui manquait à mes relations familiales. Fille d'immigrants mexicains qui possédaient un restaurant local, Mia possédait une confiance et une chaleur totalement absentes de mon cercle social. Elle disait ce qu'elle pensait, embrassait son héritage culturel, et soutenait l'entreprise familiale tout en maintenant d'excellentes notes. Mes parents, comme on pouvait s'y attendre, ont trouvé des raisons de la désapprouver. Les Castillo semblent être des gens gentils, a commenté Mère après que Mia m'eut déposé un soir. Son insistance sur « gentil » portait une condescendance indubitable. Mais tu devrais vraiment renforcer tes liens avec la fille Henderson. Son père est au conseil d'administration de l'hôpital avec ton père. Amanda Henderson est ennuyeuse et fausse, ai-je répondu. Un rare moment de défi. Mia est authentique. L'authenticité ne te fait pas entrer dans les universités de l'Ivy League, intervint Père sans lever les yeux de sa revue médicale. Les relations, si. Alors que je trouvais ma voie, Lorraine semblait perdre la sienne. Des cernes se sont installées de façon permanente sous ses yeux.
Son apparence habituellement parfaite montrait des signes subtils de détérioration, du vernis à ongles écaillés, des cheveux attachés en arrière plutôt que parfaitement coiffés, un uniforme scolaire manquant de son pliage précis habituel. Lors des compétitions de natation, sa technique normalement impeccable devenait négligée, coûtant de précieux points à son équipe. Un soir d'octobre, notre famille s'est réunie pour un autre dîner obligatoire. Mère avait préparé son fameux poulet rôti avec des légumes de saison, disposés avec précision sur notre porcelaine de famille. Père discutait d'une opération compliquée qu'il avait réalisée ce matin-là, attendant des expressions d'admiration appropriées de son auditoire. « J'ai quelque chose à annoncer », dis-je lors d'un rare moment de silence. J'ai fait des recherches sur les programmes d'art pour l'université. La Rhode Island School of Design a un département de photographie incroyable. Le silence qui suivit semblait être une entité physique, lourde et suffocante. La fourchette de mère s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. La mâchoire de père se crispa. Tyler, sentant la tension, s'intéressa intensément à sa purée de pommes de terre. Une école d'art, parla enfin père, son ton suggérant que j'avais annoncé mon intention de rejoindre une secte. La photographie n'est pas une carrière pratique, Sarah. La médecine est le choix évident pour quelqu'un avec tes capacités. Mais je ne veux pas être médecin, ai-je rétorqué. Je veux être photographe. La photographie peut rester un charmant hobby, offrit mère avec un sourire crispé. Beaucoup de médecins ont des exutoires créatifs pour équilibrer le stress de leur profession. Ce n'est pas un hobby pour moi. C'est ce que je veux faire de ma vie. Ce n'est qu'une phase, rejeta père. Tu passeras à autre chose quand tu comprendras les réalités du marché du travail. Aucune de mes filles ne peinera comme une artiste affamée alors qu'elle pourrait avoir une carrière médicale respectable. Je me suis tournée vers Lorraine, m'attendant à son habituel accord de fille parfaite avec nos parents. Au lieu de cela, elle m'a surprise. Je pense que la photographie de Sarah est vraiment bonne, dit-elle doucement. Peut-être qu'elle devrait suivre sa passion. Le commentaire semblait étrange, pas vraiment sincère, mais calculé. Avant que je puisse l'analyser davantage, père a redirigé la conversation vers la candidature de Lorraine à Yale, et le moment est passé. Plus tard cette semaine-là, j'ai surpris une dispute intense venant du bureau de père. Curieuse, je me suis attardée devant la porte entr'ouverte. Un 92 à l'examen de mi-session de physique est inacceptable, Lorraine, la voix de père portait la déception froide qu'il réservait aux transgressions majeures. Yale n'accepte pas les étudiants qui ne peuvent pas maintenir une moyenne parfaite. J'ai étudié constamment, la voix de Lorraine semblait désespérée. Je ne dors presque plus. Peut-être as-tu besoin d'une meilleure gestion du temps, suggéra mère. Sarah a mentionné t'avoir vu au centre commercial avec des amis le week-end dernier. 1 heure, la voix de Lorraine se brisa. J'ai pris 1 heure après avoir fait 6 entraînements supplémentaires cette semaine-là. Ta sœur ne l'aurait pas mentionné si elle n'était pas préoccupée par ta concentration, répondit mère. Je me suis figée dans le couloir. Je n'avais pas du tout mentionné avoir vu Lorraine. J'avais été chez Mia tout le week-end. Mes parents m'utilisaient comme un outil de surveillance contre ma sœur, créant une compétition là où il n'y en avait pas. Le lendemain matin, je suis passée devant la salle de bain alors que Lorraine en sortait. Une petite bouteille de prescription orange a disparu dans sa poche quand elle m'a remarqué. Ses yeux, injectés de sang et cernés, se sont légèrement rétrécis. « As-tu dit à maman et papa que tu m'as vue au centre commercial ?» demanda-t-elle. « Non, j'étais chez Mia tout le week-end », ai-je répondu honnêtement. « Je ne t'ai vu nulle part. » Lorraine a étudié mon visage, décidant si elle devait me croire. Quelque chose avait changé dans son expression, une dureté qui n'était pas là avant. Le calcul remplaçant son ancienne confiance. Ils nous montent l'une contre l'autre, ai-je hasardé, essayant de former une alliance. Peut-être que tu devrais te mêler de tes affaires, Sarah, m'interrompit-elle. Concentre-toi sur tes petites photos et laisse-moi tranquille. 2 semaines plus tard, le premier incident physique a eu lieu. Je portais un panier de linge en bas, vers notre sous-sol, quand Lorraine est apparue en haut des escaliers. J'ai à peine enregistré sa présence avant de sentir une forte poussée dans mon dos.
Le monde a basculé alors que je dégringolais les marches en bois, le linge volant autour de moi pendant que j'essayais d'attraper la rampe. J'ai atterri en tas sur le sol en béton, une douleur fulgurante traversant mon poignet. Oh mon Dieu, Sarah, Lorraine s'est précipitée en bas, le visage tordu par ce qui semblait être de l'inquiétude. Tu es si maladroite. Ça va? Mes parents, entendant le vacarme, sont apparus en haut des escaliers. Que s'est-il passé? A demandé mère. Sarah a trébuché sur le panier de linge, a expliqué Lorraine avant que je puisse parler. J'ai essayé de la rattraper mais je n'ai pas pu l'atteindre à temps. J'ai ouvert la bouche pour la contredire, mais je me suis arrêtée quand j'ai vu l'expression de Lorraine, un avertissement silencieux dans ses yeux qui m'a glacé le sang. Je suppose que je ne regardais pas où je mettais les pieds, et je marmonnais à la place. L'entorse au poignet m'a valu une brève visite au bureau d'un collègue de mon père et une attelle pendant 2 semaines. Typique de Sarah, soupira père alors que nous rentrions à la maison, toujours la tête dans les nuages au lieu de regarder où elle va. J'ai commencé à remarquer que Lorraine me regardait avec une expression étrange quand elle pensait que je ne la voyais pas. Pas de la colère exactement, mais une évaluation, comme si elle calculait quelque chose. La peur grandissait dans mon estomac chaque fois que je surprenais ce regard. J'ai essayé de me convaincre que j'avais imaginé la pousser, que Lorraine ne me ferait pas délibérément de mal, mais le doute persistait. Quand je me suis confiée à Mia sur mes soupçons, elle ne les a pas rejetés. Les frères et sœurs compétitifs peuvent devenir intenses, dit-elle alors que nous étions assises dans le restaurant de sa famille après la fermeture. Mais la violence physique franchit toutes les limites. A-t-elle toujours été jalouse de toi? Jalouse de moi? Le concept semblait absurde. C'est l'enfant en or. Je ne suis personne dans notre famille. Peut-être que ça change, suggéra Mia. Peut-être que ta photographie menace son statut de fille parfaite. Et si elle la rejette, quelle sera son identité alors? J'ai secoué la tête, ne voulant pas croire que Lorraine pouvait me voir comme une concurrente. Elle a toujours été la star. Moi, je suis juste là. Parfois, la personne qui a tout craint de le perdre plus que la personne qui n'a rien ne craint de ne pas l'obtenir, dit Mia avec une sagesse dépassant son âge. J'ai rejeté la théorie de Mia jusqu'au matin où j'ai trouvé mon portfolio de photographies détruit. Le dossier personnalisé contenant les tirages pour ma candidature à l'école gisait sur mon lit, les dégâts causés par l'eau déformant les photos au-delà de toute réparation. Ma carte mémoire contenant les sauvegardes numériques avait disparu de mon tiroir de bureau. La destruction soignée et délibérée ne pouvait être qu'intentionnelle, et une seule personne avait une raison de s'assurer que mon avenir artistique disparaisse. C'est toi qui as fait ça, ai-je demandé, faisant irruption dans la chambre méticuleusement organisée de Lorraine et brandissant mon portfolio ruiné. Mes mains tremblaient d'un mélange de chagrin et de rage. Des mois de travail, mes meilleures photographies, détruites sans espoir de récupération. Lorraine leva les yeux de son ordinateur portable, où s'affichaient les dissertations de sa candidature à Yale. Son expression passa de l'agacement de l'interruption à quelque chose de plus froid, de plus calculé. « Fais quoi ?» demanda-t-elle avec une innocence feinte, mais ses yeux la trahirent. Une lueur de satisfaction vacilla brièvement avant qu'elle ne maîtrise ses traits. Mon portfolio est ruiné. Quelqu'un a versé de l'eau sur tous mes tirages et a volé ma carte mémoire. Je me suis approchée, mon courage alimenté par la perte. C'était mon avenir, Lorraine. Elle ferma délibérément son ordinateur portable et se leva, semblant soudainement plus grande, bien que nous fussions presque de la même taille. Tu penses que quelqu'un se soucie de tes stupides photos? Tu n'es rien dans cette famille. C'est moi qui ai un vrai talent, un vrai potentiel. La photographie. Elle rit. Un son entièrement dépourvu d'humour. Ce n'est que ta tentative pathétique de te démarquer. Ces mots frappèrent avec précision, ciblant des insécurités qu'elle avait observées au fil des ans en vivant à mes côtés sans jamais vraiment me voir. J'ai reculé vers la porte, serrant mon portfolio ruiné. Maman et papa vont entendre parler de ça, ai-je menacé faiblement. Dis-leur, haussa les épaules Lorraine avec une confiance suprême. Ils supposeront que tu as laissé de l'eau trop près de tes précieuses photos. Sarah la négligente, toujours en train de rêvasser au lieu de faire attention.
Elle avait raison, et nous le savions toutes les deux. Ma parole contre celle de Lorraine n'avait jamais été une compétition équitable dans notre foyer. Je me suis retirée sans un mot de plus, le sourire satisfait de Lorraine brûlant dans mon dos. J'avais besoin d'espace pour digérer cette nouvelle réalité, que ma sœur, mon propre sang, puisse délibérément détruire quelque chose de si important pour moi. Je suis sortie par la fenêtre de ma chambre pour grimper sur la petite section de toit qui était devenue mon refuge secret au fil des ans. De ce perchoir, je pouvais voir au-delà de notre quartier parfait jusqu'à la ligne d'horizon de la ville au loin, un rappel qu'un monde entier existait en dehors de la perfection étouffante de la famille Wilson. L'air vif d'octobre mordait à travers mon pull fin alors que je serrais mes genoux contre ma poitrine. Le portfolio détruit représentait plus que des photographies perdues. Il symbolisait la détermination de Lorraine à éliminer toute menace à sa position, aussi mineure soit-elle. Comment la compétition pour l'approbation de nos parents l'avait-elle transformée en quelqu'un capable d'une cruauté aussi calculée ? Sarah. La voix de Lorraine me surprit. Elle se tenait à ma fenêtre, une jambe déjà passée. On peut parler ? La lassitude me garda silencieuse alors qu'elle grimpait sur le toit, maintenant une distance prudente entre nous. Son expression semblait contrite, les épaules légèrement voûtées, un langage corporel suggérant le regret. « Je suis désolée pour tes photos », offrit-elle d'une voix douce. « J'étais stressée par les candidatures à l'université et je m'en suis prise à toi. Ce n'était pas juste. » La méfiance m'empêcha de pardonner immédiatement. Lorraine ne s'excusait jamais. Elle justifiait, rationalisait, ou redirigeait le blâme. Cette performance ne correspondait pas à la sœur que je connaissais. « Pourquoi ferais-tu ça ?» demandai-je, une confusion sincère dans ma voix. « Ma photographie n'affecte pas ta candidature à Yale. » Lorraine soupira, regardant vers l'horizon. « Tu ne comprends pas la pression. Maman et papa attendent une perfection absolue. Je ne peux montrer aucune faiblesse. » Sa voix se brisa de manière convaincante. « Et puis tu as trouvé ton truc, quelque chose pour lequel tu es vraiment doué, et ils t'ont enfin prêté attention pour une fois. » À peine, ai-je ricané. Pendant 5 minutes avant de retourner au spectacle de Lorraine. Mais ces 5 minutes m'ont terrifiée, admit-elle. Et s'il commençait à te remarquer davantage ? Et s'il réalisait que je tiens à peine le coup ? Elle sortit une petite bouteille orange de sa poche, la même que j'avais aperçue plus tôt. J'ai besoin de ça juste pour suivre les attentes. Je me suis penchée en avant, lisant l'étiquette de la prescription. De l'Adderall, prescrit à une certaine Jennifer Morris, pas à Lorraine Wilson. Tu prends les médicaments de quelqu'un d'autre ? L'alarme remplaça ma colère. Lorraine, c'est dangereux et illégal. Tu pourrais te faire expulser si l'école l'apprenait. Tu vois, c'est pour ça que je ne peux parler à personne, lança-t-elle, son masque de contrition glissant. Tout le monde juge au lieu de comprendre. J'essaie de comprendre, insistai-je. Mais ce n'est pas sain. Tu as besoin d'aide, pas de pilule. Nous devrions le dire à maman et papa, leur dire quoi ? Lorraine rit amèrement. Que leur fille parfaite est en fait une imposture ? Que je ne peux pas gérer leurs attentes sans aide chimique ? Ils seraient dévastés. C'est peut-être ce qui doit arriver, suggérai-je prudemment. Peut-être qu'ils ont besoin de voir les vraies conséquences de la pression qu'ils nous mettent. Facile à dire pour toi, la voix de Lorraine se durcit. Ils n'ont quasiment aucune attente pour toi. C'est moi qui porte l'héritage de cette famille. Ce n'est pas juste. La vie n'est pas juste, m'interrompit-elle, se levant soudainement. J'ai travaillé trop dur pour laisser quoi que ce soit menacer mon avenir. Je vais aller à Yale. Je vais réussir, et rien ne se mettra en travers de mon chemin. Quelque chose dans son ton envoya des signaux d'alarme à travers mon corps. Je me suis déplacée subtilement, créant plus de distance entre nous sur la section étroite du toit. Lorraine, tu me fais peur. Je me fais peur à moi-même, admit-elle, un calme troublant remplaçant son agitation précédente. Elle s'approcha alors que je reculais instinctivement. Mais j'ai compris. Le problème, ce ne sont pas les pilules ou la pression. Ce sont les distractions.
Comme ton intérêt soudain pour l'école d'art et tout le monde qui fait tout un plat de ta photographie. Mon dos était maintenant pressé contre la lucarne de ma chambre. Toute retraite était impossible. Lorraine se tenait entre moi et la fenêtre ouverte par laquelle j'étais passé. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demandai-je, bien que quelque chose de primal en moi reconnaisse déjà le danger. « Je dis, » répondit Lorraine avec une clarté déconcertante, « que parfois, les problèmes exigent des solutions permanentes. » Son mouvement fut rapide et précis, ses mains se connectant à mes épaules dans une poussée puissante qui ne laissait aucun doute sur son intention. Il y eut un moment suspendu où je vacillais au bord, mes bras tournoyant désespérément pour trouver l'équilibre. L'expression de Lorraine ne contenait aucune colère, seulement une résolution froide. Puis la gravité m'a réclamé. La chute a duré à la fois une éternité et un instant. Je me souviens de fragments. Le grattement des tuiles du toit contre mes doigts qui s'agrippaient. L'expression surprise de notre voisine promenant son chien. Le ciel bleu d'octobre tournoyant au-dessus de ma tête. Puis l'impact. Mon corps heurtant la terrasse en pierre, 2 étages plus bas, avec un craquement écœurant qui résonna dans mes os. La douleur explosa partout à la fois, puis se retira dans un étrange engourdissement. Je ne pouvais pas bouger, pas parler, à peine respirer. À travers une vision en tunnel, j'ai vu le visage paniqué de Lorraine qui regardait depuis le toit. Une horreur sincère remplaçant sa détermination précédente. Elle a disparu, courant probablement en bas. La conscience venait par vagues. La voie clinique de père, possible pneumothorax. Fracture du bassin certaine. Les lamentations de mère, que vont penser les gens? Que allons-nous dire à tout le monde? L'histoire répétée de Lorraine, elle prenait des photos sur le toit. J'ai essayé de la prévenir de ne pas s'approcher trop près du bord. Les ambulanciers sont apparus dans ma conscience fragmentée. Masque à oxygène, Minerve, planche dorsale, le transfert angoissant vers l'ambulance, mon père à bord, passant déjà des appels à des collègues de l'hôpital. La dernière chose dont je me souviens avant de sombrer dans l'obscurité fut sa voix, clinique et détachée, « Ma fille a eu un accident de photographie. » Oui, celle du milieu. Sarah. Je me suis réveillée dans une chambre d'hôpital. Le bip rythmique des moniteurs confirmait que j'étais en vie, malgré la douleur qui suggérait le contraire. Inventaire des blessures, côte cassée, poumons perforés, bassin fracturé, commotion cérébrale, d'innombrables contusions. Mon corps, autrefois fonctionnel bien que banal, était maintenant brisé et trahi, non seulement par la chute, mais par les mains qui l'avaient provoquée. Ma mère et mon père flanquaient mon lit comme des sentinelles, non pas de protection, mais de contrôle narratif. Leur histoire était déjà préparée. Sarah a glissé et est tombée en prenant des photos sur le toit. L'équivalent pour un photographe de nettoyer une arme chargée, un accident tragique né de la négligence plutôt que d'une action délibérée. Dans leur version, Lorraine était la sœur inquiète qui avait été témoin de l'accident, qui avait couru chercher de l'aide, qui avait versé les larmes appropriées à mon chevet, et non la sœur dont la poussée calculée m'avait envoyé vers ce qui aurait pu facilement être ma mort. Alors que ma conscience se solidifiait, j'ai reconnu le schéma familier de la famille Wilson s'imposer, l'apparence avant la réalité, la réputation avant la vérité, la perfection avant la responsabilité. Seulement, maintenant, les enjeux étaient passés des dommages émotionnels à la violence physique. Et d'une manière ou d'une autre, on attendait de moi que je joue le rôle qui m'était assigné dans cette performance familiale tordue, même avec les os brisés par les mains de ma sœur. La chambre d'hôpital est devenue la scène d'une performance élaborée, dirigée par mes parents. Chaque détail était géré, chaque récit contrôlé. Un jeune policier est arrivé pour prendre une déposition de routine sur mon « accident », une procédure standard pour les blessures traumatiques. Sarah prenait des photographies sur le toit, devant la fenêtre de sa chambre, expliqua père avec aisance avant que je puisse parler. Elle a toujours été passionnée par son hobby, parfois au point d'être négligente. Est-ce ce qui s'est passé, mademoiselle Wilson, me demanda directement le policier, à travers le brouillard des médicaments et la douleur lancinante. J'ai ouvert la bouche pour contredire l'histoire, mais mère est rapidement intervenue. Elle est sous forte sédation pour la gestion de la douleur, expliqua-t-elle avec une inquiétude feinte.
Les médecins disent que la confusion est normale avec une commotion cérébrale. Nous étions justement en train de lui raconter ce qui s'est passé nous-mêmes. Elle ne se souvient pas de la chute. Le policier hocha la tête avec sympathie, prenant des notes. Et vous en avez été témoin, docteur Wilson? J'étais dans l'allée en rentrant du travail, fabriqua Père sans effort. Je l'ai vu glisser et j'ai immédiatement prodigué les premiers secours. Je voulais crier la vérité, mais les mots me semblaient impossibles à formuler, à cause de la combinaison des analgésiques, du traumatisme physique, et d'un conditionnement de toute une vie à me soumettre à la version de la réalité de mes parents. Le policier est parti avec un récit fabriqué qui protégeait Lorraine tout en me dépeignant comme étant imprudemment négligente. Plus tard ce soir-là, après que mère fut partie voir les autres enfants, père ferma la porte de la chambre d'hôpital et s'assit à côté de mon lit. Son expression n'était pas inquiète ou aimante, mais froidement pragmatique. Nous devons discuter de l'histoire à suivre, commença-t-il sans préambule. Ton accident est malheureux, mais nous devons nous assurer qu'il ne crée pas de complications inutiles. Ce n'était pas un accident, ai-je réussi à dire à travers mes lèvres gercées, ma voix à peine plus qu'un murmure. Lorraine m'a poussé. L'expression de père ne changea pas. Pas de choc, pas d'incrédulité, pas de déni, juste du calcul, ce qui s'avéra d'une manière ou d'une autre plus dévastateur que toute réaction que j'aurais pu anticiper. Soit il avait déjà soupçonné la vérité, soit il la considérait comme non pertinente. L'avenir de Lorraine ne peut pas être ruiné par ta négligence, déclara-t-il sèchement. Et elle ne l'accepterait pas avec ça qui pèse sur elle. La réputation de cette famille dépend de ton silence. Elle a essayé de me tuer, insistai-je, des larmes se formant malgré ma détermination à paraître forte. Ne sois pas dramatique, rejeta père. Si elle avait voulu te tuer, elle l'aurait fait. Lorraine a perdu son sang-froid et tu as été blessé. C'est regrettable, mais pas criminel. Nous gérerons cela en privé, en famille, en prétendant que cela n'est pas arrivé. Ma voix se renforça d'indignation. En nous concentrant sur ce qui compte, corrigea-t-il. Lorraine a son entretien pour Yale la semaine prochaine. Les décisions d'admission anticipée arrivent le mois prochain. Ta convalescence prendra à peu près le même temps. Tout le monde obtient ce dont il a besoin. Et la justice? Et ma sécurité? Père soupira, vérifiant sa montre avec impatience. Sarah, sois pratique. Qu'est-ce que porter plainte accomplirait? Lorraine perdrait son acceptation à Yale. Le nom de notre famille serait terni. La position de ta mère dans la communauté serait compromise. Mes patients pourraient remettre en question mon jugement. Et tu serais toujours blessé, toujours en convalescence. Rien ne change, sauf que notre famille est détruite. Il se leva, redressant sa cravate de créateur. Considère cela comme une douloureuse leçon de vie sur la conscience de ton environnement, et peut-être reconsidère tes plans universitaires. Des études de médecine à l'université de Boston te garderaient près de la maison pendant ta convalescence et te mettraient sur une voie professionnelle plus pratique que la photographie. Il prononça ma passion avec le même dégoût qu'il pourrait utiliser pour une condition médicale désagréable. Mère a renforcé ce message lors de sa visite le lendemain matin. Son approche était plus de la manipulation émotionnelle que de la logique froide de père. Chérie, nous avons fait des recherches sur les programmes d'art-thérapie, annonça-t-elle en arrangeant les fleurs qu'elle avait apportées, affichant une préoccupation prête pour les caméras pour toute infirmière témoin de sa performance. C'est un domaine médical légitime où tu pourrais utiliser ton intérêt pour l'art tout en poursuivant une carrière respectable dans la santé. Comme je restais silencieuse, elle continua d'une voix plus basse, ton père et moi serions heureux de soutenir un compromis aussi pratique. Frais de scolarité complets, frais de subsistance, même un nouvel appareil photo. Tes candidatures en école d'art, cependant, elle laissa sa phrase en suspens de manière significative. La menace était claire, jouer le jeu de leur version des événements ou perdre toute chance de soutien pour l'université. Pour une jeune de 16 ans sans ressources financières indépendantes, cela revenait à perdre entièrement mon avenir. La visite de Tyler a apporté un soulagement momentané de la pression étouffante des attentes de mes parents. À 13 ans, il restait innocent des tactiques de manipulation familiale, sincèrement bouleversé par mes blessures.
Lorraine a dit que tu prenais des photos et que tu as glissé, mentionna-t-il en me montrant ses derniers exploits de jeux vidéo sur son téléphone. Elle se sent vraiment mal. Elle a dit qu'elle aurait dû t'empêcher de sortir sur le toit. J'ai étudié le visage de mon frère, ouvert, confiant, croyant encore à la façade familiale. Révéler la vérité le protégerait-il de futurs préjudices ou détruirait-il simplement son sentiment de sécurité? J'ai choisi le silence, protégeant son innocence un peu plus longtemps. La routine de l'hôpital a continué, contrôle des signes vitaux, gestion de la douleur, premières évaluations de kinésithérapie. À travers tout cela, j'ai observé mes blessures être documentées dans les dossiers médicaux, les radiographies affichées sur des négatoscopes lors des visites des médecins. Quelque chose à propos de la première série de radiographies a provoqué des froncements de sourcils chez un jeune interne, rapidement lissé lorsque le collègue de mon père, le docteur Brennan, est entré dans la pièce. Des blessures de chute impressionnantes, commenta le docteur Brennan en examinant mon dossier. Des fractures nettes, cependant, devraient bien guérir avec des soins appropriés. Sarah a toujours été sujette aux accidents, commenta Père avec un regard significatif à son collègue. Des problèmes de conscience spatiale depuis l'enfance. Le docteur Brennan hocha la tête, comprenant quelque chose de non dit. Je signerai la planification de la sortie pour la semaine prochaine. Repos complet au lit pendant 2 semaines, puis mobilité progressive avec le soutien de soins à domicile. La prise de conscience s'est installée lourdement. Les relations médicales de mon père assuraient un minimum de questions sur des blessures incompatibles avec une simple chute. La conspiration s'étendait au-delà de notre famille immédiate, protégée par la courtoisie professionnelle et l'influence de mon père. Alors que ma convalescence progressait, ma prise de conscience croissante de cette dissimulation orchestrée intensifiait mes sentiments d'isolement, jusqu'à ce que Mia se faufile dans ma chambre d'hôpital pendant une rare période où mes 2 parents étaient absents. Ta mère a essayé de bloquer mes visites, expliqua-t-elle en posant un petit sac cadeau sur ma table de chevet. Elle a dit que tu avais besoin d'un soutien uniquement familial pendant ta convalescence. Il contrôle le récit, murmurai-je, craignant d'être entendu malgré notre intimité. Lorraine m'a poussé du toit, Mia, délibérément. Et ils prétendent tous que c'était un accident. Au lieu de l'incrédulité, l'expression de Mia montrait une sombre confirmation de ses soupçons. Je savais que quelque chose n'allait pas avec leur histoire. Tu es trop prudente pour un accident stupide. Elle sortit un objet familier de son sac, mon appareil photo, miraculeusement intact. J'ai trouvé ça dans les buissons près de l'endroit où tu es tombé. La carte mémoire est toujours à l'intérieur. Mes mains tremblaient en prenant l'appareil photo, ma connexion à la vérité dans une situation construite sur des mensonges. Ils ont dit à la police que je prenais des photos quand je suis tombée. Ce n'est pas vrai. Mon appareil était dans ma chambre. Lorraine et moi nous disputions après qu'elle ait détruit mon portfolio. La présence de Mia m'a fourni la première compassion sincère que j'avais ressentie depuis la chute. Que puis-je faire? Garde ça en sécurité, ai-je demandé en lui rendant l'appareil photo. Si quelque chose m'arrive, ne parle pas comme ça, l'interrompit Mia, mais elle prit l'appareil. Ce n'est pas fini. Avant de partir, elle a partagé une dernière information. J'ai rencontré une femme dans la salle d'attente, Madame Patel. Elle a dit qu'elle est une assistante sociale de l'hôpital assignée à ton cas. Tes parents ont reporté son rendez-vous 2 fois, mais elle est tenace. Elle a dit qu'elle devait te parler seule, dans le cadre du protocole de sortie. Cette information a fourni la première lueur d'espoir. Quelqu'un en dehors de la sphère d'influence de mes parents pourrait poser les bonnes questions. Quand Madame Patel a finalement eu accès à ma chambre le lendemain, sa compétence tranquille l'a immédiatement distinguée des autres professionnels qui s'en remettaient à l'autorité de mon père. Je remarque que vous n'avez pas beaucoup parlé lors des discussions familiales sur votre accident, observa-t-elle après s'être présentée. J'aimerais entendre votre perspective, si vous êtes à l'aise pour la partager. La douce invitation à dire ma vérité a failli briser mon sang-froid soigneusement entretenu. Après des jours où ma réalité avait été invalidée, quelqu'un demandait enfin ma version. Pourtant, des années de conditionnement familial rendaient la trahison impensable, quelles que soient les circonstances. Je suis tombée, ai-je répété l'histoire officielle, la voix creuse.
Madame Patel hocha la tête, n'acceptant ni ne contestant cette réponse. La guérison des blessures traumatiques implique plus que la guérison physique. Parfois, l'impact émotionnel peut être tout aussi important, surtout quand un accident change la façon dont nous nous voyons ou dont nous voyons ceux qui nous entourent. Sa formulation prudente a ouvert une porte sans me forcer à la franchir. Elle a posé sa carte de visite sur ma table de chevet avant de partir. Si jamais vous avez besoin de parler de quoi que ce soit, ma ligne directe est au dos. C'est entièrement confidentiel. Cette petite carte est devenue une bouée de sauvetage alors que je naviguais dans le conflit croissant entre l'autopréservation et la loyauté familiale. Quelqu'un croyait que quelque chose n'allait pas, même si je ne pouvais pas encore prononcer les mots à voix haute. 2 mois après l'accident, je me suis retrouvée essentiellement emprisonnée dans notre maison familiale. Mon corps brisé nécessitait une kinésithérapie intensive et une gestion constante de la douleur, mais les limitations physiques étaient pâles en comparaison du confinement psychologique. Chaque aspect de ma convalescence se déroulait sous la supervision attentive de mes parents. Des rendez-vous médicaux avec les collègues de mon père, des prestataires de soins à domicile choisis pour leur discrétion plutôt que pour leur expertise, des visiteurs soigneusement filtrés et limités. Lorraine était partie pour Yale immédiatement après avoir reçu son acceptation anticipée, se retirant commodément de la scène de son crime. Nos quelques interactions avant son départ étaient surréalistes, sa performance de sœur inquiète contrastant vivement avec les moments privés où ses yeux ne révélaient ni remords ni inquiétude, seulement le soulagement d'échapper aux conséquences. Lors d'un de ces moments, alors qu'elle faisait ses valises pour l'université, j'ai roulé ma chaise jusqu'à sa porte. Comment peux-tu simplement partir en sachant ce que tu as fait ? Elle a continué à plier des pulls dans sa valise, sans prendre la peine de me faire face. Nous avons tous des accidents, Sarah. Je t'ai pardonné d'avoir dit à maman et papa que tu m'avais vue au centre commercial alors que ce n'était clairement pas le cas. Nous sommes quittes maintenant. La fausse équivalence a coupé le souffle entre une transgression mineure fabriquée et une tentative de meurtre a révélé la profondeur de sa faillite morale. Elle croyait sincèrement que ses actions étaient justifiées, son avenir plus précieux que ma vie. Ce n'est pas fini, ai-je promis doucement. Lorraine s'est finalement tournée, son expression calculatrice. En fait, si. Tu suivras le script parce que tu n'as nulle part où aller et que personne ne te croira plus tôt que nos parents. J'excellerai à Yale pendant que tu te remettras de ta négligence. D'ici l'été, ce ne sera plus qu'une anecdote familiale qui s'estompe, sur l'imprudence artistique de Sarah. Son rejet désinvolte du fait qu'elle avait failli me tuer a cristallisé quelque chose de vital en moi. Je devais m'échapper de cette famille avant qu'ils ne me détruisent complètement. Mes parents ont continué à renforcer leur version de la réalité par des pressions subtiles et manifestes. Mère a redécoré ma chambre pendant que j'étais hospitalisée, enlevant les affiches de photographie et le matériel d'art, les remplaçant par des livres de référence médicales et des brochures pour des études de médecine. Père a programmé des entretiens d'information avec des amis de la faculté de médecine pendant ma convalescence. Chaque conversation supposait que mon futur chemin de carrière était décidé. Le docteur Harrison a mentionné un programme de stage d'été pour les lycéens intéressés par la radiologie, annonça-t-il pendant le dîner. Une occasion parfaite de construire ton CV pendant que tu termines ta kinésithérapie. L'ironie ne m'a pas échappé, me spécialiser dans l'observation des radiographies même qui auraient pu révéler la vérité sur mes blessures. Pendant cette période, mes parents ont maintenu un contrôle strict sur mes analgésiques, distribuant les pilules selon leur évaluation de mes besoins plutôt que selon les horaires prescrits. La douleur suggérée qui en résultait renforçait ma dépendance tout en me gardant légèrement brumeuse, docile, et moins susceptible de contredire leurs récits. Mon seul acte de rébellion était la documentation secrète de ma convalescence. Quand j'étais seule, j'utilisais mon téléphone pour photographier mon corps en guérison, les ecchymoses jaunissantes, les cicatrices chirurgicales, les progrès de la kinésithérapie. J'enregistrais des notes vocales sur les incohérences de l'histoire de mes parents et mes souvenirs réels de l'incident. Chaque enregistrement numérique créait une preuve contredisant le récit officiel, bien que je n'ai aucun plan clair pour utiliser cette information. Madame Patel est devenue une alliée inattendue lors des séances de thérapie ambulatoire. Mes parents ne pouvaient raisonnablement pas s'opposer au protocole de conseil post-traumatique de l'hôpital sans éveiller les soupçons, alors ils ont autorisé à contre-cœur ces rendez-vous.
La guérison implique de se réapproprier sa voix, a-t-elle noté lors d'une séance. Les survivants de traumatismes rapportent souvent se sentir réduits au silence ou invalidés par leur entourage, ce qui aggrave la blessure initiale. Sa formulation prudente m'a donné la permission de reconnaître ce qui se passait sans contester directement la version de ma famille. Lors de notre 4e séance, j'ai finalement exprimé une vérité partielle. Ma famille préfère sa version de ce qui s'est passé à la mienne. Madame Patel a hoché la tête, maintenant un professionnalisme neutre tout en me passant une nouvelle carte de visite. Parfois, les environnements hospitaliers ne sont pas propices à une honnêteté complète. L'adresse de mon cabinet privé est sur cette carte, si jamais vous aviez besoin de poursuivre nos conversations dans un cadre différent. L'offre de ressources en dehors de la sphère d'influence de mes parents représentait une voie d'évasion potentielle que j'ai soigneusement mémorisée. En janvier, pendant que mes parents assistaient à leur gala de charité annuel, j'ai saisi une rare occasion d'enquête non supervisée. Utilisant ma mobilité qui s'améliorait progressivement, j'ai fouillé la chambre de Lorraine à la recherche du flacon de prescription que j'avais aperçu avant la chute. Malgré son départ pour l'université, mes parents avaient conservé son espace exactement comme elle l'avait laissé, un sanctuaire pour l'enfant en or. Après 30 minutes de recherche minutieuse, j'ai localisé un double fond dans le tiroir de son bureau, contenant non pas un mais 3 flacons de prescription, chacun avec des noms et des médecins prescripteurs différents. Des recherches en ligne ont confirmé mes soupçons, Adral, Ritalin et Modafinil, tous des médicaments améliorant les performances, et des stimulants sur ordonnance couramment abusés pour un avantage académique. La découverte a ajouté une autre dimension à la protection désespérée de Lorraine de son image parfaite. Non seulement elle était prête à éliminer les menaces perçues par la violence, mais tout son succès académique reposait sur l'usage illégal de substances. Les réussites de l'enfant en or étaient aussi artificiellement construites que l'image parfaite de notre famille. J'ai photographié les flacons et les ai remis exactement comme je les avais trouvés, ajoutant cette preuve à ma documentation croissante. Mon but restait flou, mais l'instinct me poussait à rassembler des preuves de la réalité dans un foyer bâti sur la fabrication. Alors que l'hiver fondait au printemps, ma récupération physique a progressé plus vite que mes parents ne l'avaient prévu. La même détermination qu'ils méprisaient dans ma photographie alimentait maintenant une kinésithérapie intensive. Chaque pas douloureux vers la mobilité représentait un pas de plus vers une éventuelle évasion de leur contrôle. La saison des candidatures universitaires approchait, ma dernière chance de créer un avenir en dehors du chemin que mes parents avaient désigné. Alors qu'ils me croyaient résigné aux programmes de médecine locaux, j'ai secrètement postulé dans des écoles d'art avec l'aide de Mia, en utilisant son adresse pour la correspondance. La façade s'est fissurée lorsque les lettres de décision des universités sont arrivées en avril. Mère a mentionné nonchalamment, les formulaires d'aide financière pour les études de médecine à Boston University sont remplis. Nous devrions bientôt avoir des nouvelles de ton dossier. Et pour RIST et les autres programmes d'art, ai-je demandé prudemment. Sa brève hésitation a confirmé mes soupçons. Ces candidatures n'ont pas été soumises. Ton père et moi avons décidé de ne pas encourager des choix de carrière irréalistes pendant ta convalescence. Ils ne m'avaient pas seulement poussé vers leur avenir préféré. Ils avaient activement éliminé les alternatives sans ma connaissance ou mon consentement. Le démantèlement systématique de mon autonomie s'étendait au-delà du présent, à tout mon avenir. Vous n'aviez pas le droit, ai-je déclaré, un rare défi direct à leur autorité. Nous avions tous les droits, a rétorqué Père en levant les yeux de sa revue. En tant que tes parents et tes soutiens financiers, nous prenons des décisions dans ton meilleur intérêt. Cette obsession pour la photographie t'a déjà coûté physiquement. Il est temps de grandir et d'accepter la réalité. La prise de conscience écrasante qu'il contrôlerait mon avenir indéfiniment a failli briser ma résolution. Sans indépendance financière, je restais piégé dans leur récit, quelle que soit ma récupération physique. Le désespoir de ma situation s'est installé lourdement alors que le printemps avançait vers l'été. Le point de rupture est arrivé de manière inattendue lors du bref retour de Lorraine à la maison pour les vacances de printemps. Pendant que mes parents organisaient un dîner de bienvenue pour l'étudiante de retour, j'ai de nouveau fouillé sa chambre, à la recherche de preuves actualisées de la poursuite de sa consommation de drogue à Yale. Au lieu de cela, j'ai trouvé quelque chose de bien plus accablant, son journal, laissé négligemment dans son sac de week-end.
Contre un conditionnement de toute une vie sur la vie privée, je l'ai ouvert, justifiant l'invasion comme une autopréservation nécessaire. Parmi les descriptions des cours de Yale et des stratégies d'ascension sociale, une entrée datant de peu de temps après l'accident m'a coupé le souffle, problème résolu. Parents complètement d'accord avec l'histoire de l'accident. L'interviewé de Yale a même compati à mon expérience traumatisante. Assister à la chute de ma sœur a transformé un désastre potentiel en un essai personnel convaincant. Parfois, les solutions exigent une action décisive quand l'enjeu est trop grand. La description clinique du fait de m'avoir presque tué comme un problème résolu et de tirer parti de mes blessures pour son admission à Yale a déclenché une crise de panique immédiate. La poitrine serrée, la vision se rétrécissant, j'ai titubé hors de sa chambre, agrippant le journal, cherchant mon souffle. Mère m'a trouvé effondrée dans le couloir, supposant immédiatement un revers de ma convalescence physique plutôt qu'une dépression psychologique. La visite aux urgences qui en a résulté a introduit un nouveau médecin à mon cas, le docteur Rivera, un médecin traitant peu familier avec le réseau d'influence de mon père. Vos symptômes suggèrent une crise d'angoisse plutôt qu'une régression physique, a-t-elle noté après une première évaluation, mais j'aimerais des radiographies à jour pour m'assurer qu'il n'y a pas de nouvelles complications avec vos fractures en guérison. Alors que les techniciens me positionnaient pour de nouvelles images, le docteur Rivera a examiné mon dossier médical avec une attention croissante sur la documentation de la blessure initiale. Quelque chose dans son expression suggérait une préoccupation professionnelle au-delà du suivi de routine. Les radiographies allaient bientôt parler plus fort que n'importe quelle histoire de famille, entamant l'effondrement d'une conspiration construite pour protéger la mauvaise personne, au détriment de la justice et de la vérité. L'expression du docteur Rivera a subtilement changé alors qu'elle examinait les nouvelles radiographies à côté de mes films de blessures originaux. Son comportement professionnellement neutre a cédé la place à une intensité concentrée alors qu'elle passait d'une image à l'autre, se référant occasionnellement à mes notes de dossier. J'ai reconnu le changement au moment où l'observation médicale s'est transformée en une enquête active. J'aimerais discuter de ces résultats en privé, annonça-t-elle, jetant un regard appuyé à ma mère, qui avait maintenu sa position à côté de ma table d'examen. C'est le protocole standard pour les patients de plus de 16 ans. Je suis sa mère, vint l'objection prévisible. Sarah se remet encore d'un traumatisme important et a besoin du soutien de sa famille lors des discussions médicales. Néanmoins, maintint fermement le docteur Rivera, la politique de l'hôpital garantit la confidentialité du patient. La salle de consultation est juste de l'autre côté du couloir si Sarah souhaite vous inclure par la suite. Le sourire crispé de mère ne parvint pas à masquer sa frustration face à ce défi inattendu à son contrôle. Je serai juste dehors, Sarah. N'oublie pas, le docteur Brennan nous attend pour le suivi demain. Le rappel implicite des bonnes relations médicales de notre famille flotta dans l'air alors qu'elle sortait à contre-cœur. Une fois seul, le docteur Rivera a positionné les films radiographiques côte à côte sur le négatoscope. Sarah, je vais parler directement. Ces blessures ne correspondent pas à une simple chute. L'angle de l'impact suggère que vous avez été poussé. La validation professionnelle de la réalité qui m'avait été refusée pendant des mois a brisé quelque chose en moi. Les larmes sont venues sans crier gare, des mois de vérité refoulée cherchant à se libérer. Prenez votre temps, offrit doucement le docteur Rivera, faisant glisser une boîte de mouchoirs vers moi. Mais j'ai besoin de comprendre ce qui s'est réellement passé. Ces incohérences soulèvent de sérieuses préoccupations. À travers des phrases entrecoupées et des sanglots occasionnels, j'ai révélé la vérité. Le comportement escaladant de Lorraine, la confrontation sur le toit, la poussée délibérée, la dissimulation orchestrée par mes parents. Au fur et à mesure que mon récit se déroulait, le docteur Rivera prenait des notes attentives, posant occasionnellement des questions de clarification sans jugement ni incrédulité. Cela explique les divergences dans vos notes de traitement initial, confirma-t-elle. Les schémas de fracture et le traumatisme de l'impact n'ont jamais correspondu à un récit de chute accidentelle. Le collègue de votre père a noté ces incohérences mais a finalement signé le rapport d'accident. Personne ne me croirait plutôt que mes parents, ai-je expliqué. Ils ont convaincu tout le monde que je suis confuse sur ce qui s'est passé. L'expression du docteur Rivera se durcit. Les preuves médicales ne mentent pas, même quand les gens le font.
Ces radiographies racontent une histoire claire d'agression, pas d'accident. Elle a exposé les prochaines étapes immédiates. L'administration de l'hôpital serait informée des violations potentielles de l'éthique médicale. En tant que professionnelle tenue de signaler, elle était légalement obligée de déposer un rapport auprès de la police et des services sociaux à l'enfance. Que va-t-il se passer maintenant, demandai-je, à la fois terrifiée et soulagée. Une enquête formelle, expliqua-t-elle. Votre sécurité est la priorité. Nous pouvons organiser un placement temporaire en dehors de votre domicile pendant le processus. Avant que je puisse répondre, une agitation éclata dans le couloir. La voix autoritaire de mon père exigeant l'accès, invoquant la courtoisie professionnelle et les droits parentaux. L'agent de sécurité de l'hôpital devant ma porte a tenu bon, suivant les instructions du docteur Rivera pour la confidentialité. Quand mes parents ont finalement été autorisés à entrer, l'atmosphère crépitait de tension. Père a immédiatement reconnu les radiographies affichées et la menace potentielle qu'elles représentaient pour son récit soigneusement construit. Docteur Rivera, s'adressa-t-il à elle avec une collégialité forcée. J'apprécie votre rigueur, mais le cas de Sarah est géré par notre médecin de famille. Ces tests supplémentaires semblent inutiles et potentiellement déroutants pour sa convalescence. En fait, Dr Wilson, rétorqua-t-elle professionnellement, ces images clarifient plutôt qu'elles ne sèment la confusion. Elles démontrent des schémas de blessures incompatibles avec une chute accidentelle et très compatibles avec l'application d'une force dirigée, une poussée. Mère halta de façon dramatique. Qu'est-ce que vous insinuez exactement? Je n'insinue rien, déclara fermement le docteur Rivera. J'affirme directement que les preuves médicales contredisent le rapport d'accident déposé après l'admission initiale de Sarah. L'administration de l'hôpital a été notifiée, comme l'exige la loi, j'ai contacté les autorités pour enquêter. C'est scandaleux, la voix de père s'abaissa dangereusement. Vous outrepassez les limites professionnelles sur la base d'informations incomplètes. Ma fille a des antécédents de problèmes de conscience spatiale et de comportement à risque. Sa chute a été minutieusement documentée par des témoins. Les mêmes arguments qui m'avaient réduite au silence pendant des mois semblaient maintenant transparents et désespérés lorsqu'ils étaient dirigés contre un professionnel de la santé objectif, avec des preuves contredisant leurs affirmations. Sarah a fourni un récit différent, répondit le docteur Rivera en maintenant son sang-froid. Un récit qui correspond aux preuves physiques. Tous les yeux se tournèrent vers moi, l'invisible enfant du milieu soudainement au centre de l'attention. Pendant des années, j'avais ardemment désiré l'attention de mes parents, mais maintenant leur regard ne portait que le calcul du contrôle des dégâts plutôt que de l'inquiétude. Sarah, employa mère son ton le plus doux. Tu es de nouveau confuse, tu mélanges les mauvais rêves avec la réalité. Nous comprenons que les traumatismes font des choses terribles à la mémoire. Mais nous étions là. Nous savons ce qui s'est passé. Pendant un instant, le conditionnement de toute une vie a failli reprendre le dessus, l'impulsion d'accepter leur réalité, de douter de ma propre expérience, de retourner à la sécurité de la conformité. Puis je me suis souvenu de l'entrée du journal de Lorraine, problème résolu. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti 3 preuves que j'avais apportées à l'hôpital, l'entrée du journal de Lorraine soigneusement photographiée, la photo de la carte mémoire de mon appareil montrant l'expression de Lorraine juste avant la poussée, et mes photos documentant ma convalescence, montrant des blessures incompatibles avec l'accident signalé. Je ne suis pas confuse, ai-je déclaré, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru possible. Lorraine m'a poussée parce que j'ai menacé de révéler son abus de médicaments sur ordonnance. Vous avez tout couvert pour protéger son admission à Yale et vos réputations. Tout ce que j'ai dit est vrai, et maintenant les radiographies le prouvent. Le visage de père passa d'une préoccupation contrôlée à une fureur froide. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Cette recherche d'attention vindicative va détruire cette famille. Est-ce ce que tu veux? Je voulais des parents qui valorisaient ma sécurité plus que les apparences, ai-je répondu honnêtement. Je voulais une sœur qui me voyait comme une personne, pas comme une concurrente. Je voulais que la vérité compte dans notre famille. Puisque rien de tout cela n'existe, je me contenterai de la justice et de la protection. La porte de la chambre d'hôpital s'ouvrit pour laisser entrer la sécurité de l'hôpital, un détective de police, et un représentant des services sociaux à l'enfance. L'enquête formelle avait commencé,
mettant en mouvement des conséquences que ma famille n'avait jamais prévues en construisant leur façade parfaite. Docteur et Madame Wilson, le détective s'adressa à mes parents. Nous aimerions vous poser quelques questions sur les blessures de votre fille en octobre. Nous devons également contacter votre autre fille Ayel. Mère s'effondra de façon dramatique dans une chaise tandis que père maintenait un contrôle rigide. Notre avocat nous rejoindra au poste. Nous n'avons rien à cacher mais refusons d'être pris en embuscade sans une représentation appropriée. Alors qu'ils étaient escortés hors de la pièce, père a lancé une dernière menace déguisée en inquiétude. Réfléchis bien à tes prochaines étapes, Sarah. Une fois que certaines portes se ferment, elles ne peuvent pas être rouvertes. La famille devrait se protéger, pas se détruire. La représentante des services sociaux, une femme calme nommée Madame Winters, a expliqué que je ne retournerai pas à la maison pendant que l'enquête se poursuivait. Nous organiserons un placement temporaire jusqu'à ce que la situation se stabilise. Y a-t-il quelqu'un avec qui vous vous sentiriez à l'aise de rester temporairement ? La famille de Mia m'est immédiatement venue à l'esprit, la chaleur et l'honnêteté sincère de leur foyer contrastant vivement avec le vide parfaitement agencé du mien. Alors que je fournissais les coordonnées de Mia, le poids de 16 années d'invalidation a commencé à se lever. Les radiographies avaient dit ce que je ne pouvais pas dire, la vérité visible en noir et blanc, une preuve indéniable que ma réalité était la bonne. Les os brisés révélés sur ces films ont en quelque sorte aidé à réparer mon sens brisé de la réalité, validant ce que j'avais toujours su mais que j'avais été conditionné à douter. L'explosion familiale s'est produite rapidement au cours des jours suivants. Lorraine a été rappelée de Yale, son expérience universitaire parfaite interrompue par un interrogatoire de police. Tyler, confus et trahi par les révélations sur sa sœur aînée idéalisée, s'est retiré chez nos grands-parents, luttant pour concilier les versions contradictoires de la réalité familiale. Mes parents ont présenté un front uni de déni malgré les preuves croissantes. Lorsque Lorraine a finalement avoué sous la pression de multiples témoignages et de preuves physiques, ils sont passés sans transition au contrôle des dégâts, engageant les meilleurs avocats pour présenter l'incident comme une impulsion adolescente momentanée plutôt qu'une tentative calculée de préjudice grave. Leur ultimatum final est venu par l'intermédiaire de leur avocat lors d'une réunion de famille supervisée, rétracter mes accusations, accepter le récit de l'accident avec des détails modifiés reconnaissant le rôle de Lorraine dans l'encouragement de comportements à risque, et retourner au sein de la famille avec des promesses de thérapie et d'une meilleure communication. En échange, ils financeraient entièrement mes études dans une école d'art approuvée et fourniraient des soins médicaux appropriés tout au long de ma convalescence. L'alternative était claire. Poursuivre les poursuites contre Lorraine et être définitivement coupé financièrement et émotionnellement de la famille. Parfois, la loyauté familiale exige des compromis difficiles, a expliqué Mère avec une compassion répétée. Nous pouvons guérir ensemble et avancer plus fort. L'ancienne Sarah aurait peut-être capitulé, acceptant une validation partielle comme étant mieux que rien, sacrifiant la justice pour l'approbation. Mais la Sarah qui avait survécu à une chute d'un toit, qui avait enduré des mois de manipulation psychologique pendant une convalescence douloureuse, qui avait enfin vu sa réalité confirmée par des preuves irréfutables, cette Sarah a reconnu le compromis offert comme une simple autre forme de silence. Je choisis la vérité, ai-je déclaré simplement, même sans famille. 6 mois après que les radiographies aient révélé leur vérité, ma vie ressemblait peu à l'existence soigneusement contrôlée que j'avais connue au sein de la famille Wilson. Je vivais maintenant avec la famille de Mia dans leur appartement chaleureux et modeste au-dessus de leur restaurant. Les Castillo m'avaient accueilli sans hésitation lorsque l'enquête des services sociaux a déterminé que mon environnement familial était dangereux pendant les procédures judiciaires. La famille, c'est ceux qui te protègent, pas ceux avec qui tu partages ton sang, m'a dit la mère de Mia en préparant notre dîner un soir. Une sagesse qui a aidé à remodeler ma compréhension de l'appartenance. Les suites judiciaires se sont déroulées avec les conséquences que mes parents avaient désespérément essayé d'empêcher. Lorraine a reçu une probation et un traitement psychiatrique obligatoire plutôt qu'une peine de prison, son âge et son casier judiciaire vierge ayant été pris en compte dans la sentence. Yale a annulé son admission en apprenant toutes les circonstances, détruisant l'avenir que mes parents avaient priorisé au-dessus de ma sécurité. Mes parents ont fait face à des accusations d'obstruction à la justice et de non-dénonciation. Leurs réputations professionnelles ont été ternies par la révélation publique de leur dissimulation.
Les privilèges hospitaliers de mon père ont été examinés et le statut social de ma mère s'est effondré alors que ses anciens amis prenaient leur distance avec le scandale. La famille qui avait valorisé l'apparence par-dessus tout faisait maintenant l'expérience de la réalité qu'elle avait le plus redoutée, l'exposition publique de leur dysfonctionnement. Pendant cette période, je me suis concentrée sur la reconstruction de ma vie par l'éducation et l'expression créative. L'enquête a révélé le sabotage délibéré de mes candidatures en école d'art par mes parents, mais Madame Patel m'a mise en contact avec des ressources de plaidoyer qui m'ont aidé à obtenir une prestigieuse bourse pour le programme de photographie de la Rhode Island School of Design. Mon portfolio, reconstruit à partir de zéro après la destruction par Lorraine, présentait désormais des images de style documentaire chroniquant la convalescence et la résilience. Le développement le plus inattendu est venu de Tyler. Initialement confus et en colère à cause des révélations familiales, mon jeune frère a finalement pris contact après 3 mois de silence. À 14 ans, il a fait preuve d'une maturité émotionnelle remarquable en naviguant dans la fracture familiale. Ça me manque d'avoir une sœur qui ne me ment pas, a-t-il admis lors de notre première rencontre dans un café neutre, supervisé par nos grands-parents. Lorraine n'arrête pas de dire que tout était un malentendu et maman et papa ne veulent pas du tout en parler. Je veux juste que quelqu'un me dise la vérité. Notre relation reconstruite est devenue une relation de connexion authentique plutôt qu'une unité familiale jouée. Vivant avec nos grands-parents pendant que nos parents se concentraient sur leur défense juridique, Tyler a trouvé l'espace pour développer sa propre identité en dehors du récit de la famille parfaite. Nos appels vidéo hebdomadaires et nos rencontres mensuelles en personne nous ont permis de créer un lien fraternel basé sur l'honnêteté au lieu de la hiérarchie. Madame Patel m'a présenté à un groupe de soutien pour les survivants de violences familiales, où j'ai rencontré d'autres personnes dont les expériences reflétaient des aspects de la mienne. Écouter leurs histoires m'a aidé à contextualiser la mienne, remplaçant l'isolement par la compréhension de la communauté. Peu à peu, j'ai reconnu des schémas dans la dynamique de ma famille qui avaient permis une escalade des abus, le bouc émissaire d'un enfant, le syndrome de l'enfant en or, la négligence émotionnelle parentale déguisée en attentes élevées, et la distorsion systématique de la réalité lorsque l'image de la famille était menacée. Guérir ne signifie pas oublier ou minimiser ce qui s'est passé, a expliqué notre animateur de groupe. Cela signifie intégrer l'expérience dans le récit de votre vie sans la laisser définir tout votre avenir. Ce cadre m'a aidé à aborder ma photographie avec un objectif renouvelé. Mon portfolio en développement, les radiographies parlaient plus fort, présentait des images austères en noir et blanc juxtaposant des preuves médicales avec des photographies de famille, la réalité concrète contre les apparences soigneusement construites. Lorsqu'elle a été présentée dans une exposition étudiante, la série a attiré l'attention des médias locaux et des organisations de défense pour son examen sans concession de la violence familiale et de la complicité institutionnelle. L'aspect le plus complexe de la guérison concernait Lorraine. Après 6 mois de thérapie ordonnée par le tribunal, elle a demandé à entrer en contact par l'intermédiaire de son programme de traitement. D'abord réticente, j'ai finalement accepté une communication supervisée avec le soutien de mon thérapeute. Sa première lettre reconnaissait sa responsabilité sans excuse. Je pensais protéger mon avenir en éliminant les obstacles, mais en réalité, je détruisais tout ce qui compte. Aucune acceptation à l'université ou approbation parentale ne pourrait jamais justifier ce que je t'ai fait. Bien que ne pardonnant pas immédiatement, j'ai reconnu la valeur de cette prise de responsabilité pour nos 2 processus de guérison. Notre communication soigneusement délimitée a évolué de lettres à d'éventuels appels vidéo, chaque interaction reconstruisant une confiance de base sans effacer les conséquences. Le chemin de Lorraine impliquait un traitement intensif à la fois pour la dépendance aux substances et pour le perfectionnisme qui avait déformé son cadre moral, transformant la compétition académique en une justification de la violence. Mes parents ont tenté une réconciliation selon leurs propres termes une fois les procédures judiciaires terminées par des plaidoyers de culpabilité. Leur version de la réunification familiale venait avec des conditions, reconnaissance privée des méfaits, mais maintien public d'un récit d'accident modifié, des séances familiales supervisées par un thérapeute visant une éventuelle réconciliation publique, et un soutien financier conditionné à la loyauté familiale à l'avenir. Nous avons tous fait des erreurs, a offert Père lors d'une réunion sous médiation. Il est temps de reconstruire en tant qu'unité familiale. Certaines choses ne sont pas des erreurs, ai-je rétorqué.
Ce sont des choix. Vous avez choisi l'avenir de Lorraine plutôt que ma sécurité. Vous avez choisi la réputation plutôt que la vérité. Vous avez choisi l'apparence plutôt que la réalité. Ce n'étaient pas des erreurs de jugement, mais des décisions de valeur délibérées. Les larmes de mère, autrefois si efficaces pour manipuler ma docilité, semblaient maintenant performatives plutôt que sincères. Nous voulions seulement ce qu'il y avait de mieux pour tout le monde. Non, ai-je corrigé doucement mais fermement. Vous vouliez ce qui paraissait le mieux aux yeux de tout le monde. Il y a une différence. J'ai décliné leur réconciliation conditionnelle, établissant à la place mes propres termes pour un contact limité, reconnaissance de la réalité complète sans minimisation, respect de mon indépendance, y compris mes choix éducatifs et professionnels, et abandon de la prétention de la famille parfaite en faveur d'une relation authentique et imparfaite. Je n'ai pas besoin d'une famille parfaite, ai-je expliqué. J'ai besoin d'une famille honnête. Quand vous serez prêt pour ça, nous pourrons réessayer. À l'approche de ma première année d'université, ma photographie a évolué au-delà de la documentation du traumatisme vers une exploration plus large des réalités cachées. Mes images examinent les espaces entre la présentation publique et la vérité privée, non seulement dans les familles, mais aussi dans les institutions, les communautés et les récits culturels. Le professeur Imné, mon conseiller pédagogique, a noté la maturité de ma perspective, inhabituelle pour les étudiants de première année. Vous ne créez pas de l'art traumatique voyeuriste, a-t-elle observé en examinant mon portfolio. Vous développez un langage visuel pour l'authenticité dans un monde qui récompense souvent la performance plutôt que la vérité. Cette validation de mon objectif artistique a aidé à transformer une expérience douloureuse en une expression significative. Lorsqu'on m'a offert l'opportunité d'animer un atelier de photographie de week-end pour de jeunes survivants de traumatisme par l'intermédiaire d'un centre de défense local, j'ai trouvé une guérison inattendue en aidant les autres à trouver leur voie visuelle. Zach, un jeune de 17 ans dont les abus de son père avaient été dissimulés de la même manière par le déni familial, a capturé des images particulièrement puissantes de portes verrouillées et de clés cassées. Avant de prendre des photos, je ne pouvais pas expliquer ce qui s'était passé sans pleurer, a-t-il partagé lors de notre dernière session. Maintenant, je peux montrer aux gens au lieu de simplement leur dire. Ces mots ont cristallisé ma compréhension du pouvoir de la photographie, non seulement une expression artistique, mais aussi une création de preuves, une validation de la réalité. Lorsque le témoignage verbal pouvait être rejeté ou mis en doute, les radiographies avaient parlé pour moi quand les mots manquaient. Maintenant, mon appareil photo parlait pour d'autres confrontés à un silence similaire. En regardant en arrière depuis mon nouveau point de vue, j'ai reconnu l'ironie douloureuse de l'obsession de ma famille pour l'apparence parfaite. En essayant de maintenir une image externe impeccable, ils ont créé une brisure interne bien plus dommageable que n'importe quelle imperfection publique n'aurait pu l'être. Leur peur de paraître mal a finalement créé l'exposition et le jugement public qu'ils cherchaient désespérément à éviter. Mon parcours de guérison continue. Les cicatrices physiques se sont estompées, mais la guérison émotionnelle est en cours. Certains jours apportent encore des flashbacks de la chute, des doutes momentanés sur la réalité lorsque les souvenirs entrent en conflit avec des années de récits familial programmés. Mais ces moments ne définissent plus mon avenir ni ne déterminent ma valeur. La vérité reste simple mais profonde, le silence protège les mauvaises personnes. Dire la vérité, aussi douloureuse soit-elle, crée le seul chemin vers une guérison authentique. Les radiographies n'ont pas seulement révélé mes os brisés, mais aussi mon esprit indomptable. La preuve que la réalité finit toujours par faire surface, malgré les efforts pour la contenir derrière des portraits de famille parfaits et des sourires forcés. Aujourd'hui, l'objectif de mon appareil photo se concentre à la fois sur l'ombre et la lumière, capturant l'expérience humaine complète plutôt que des moments forts soigneusement sélectionnés. Mes images les plus puissantes embrassent l'imperfection, trouvant la beauté dans la réalité authentique plutôt que dans la perfection construite. Dans cette approche, j'ai découvert non seulement une vision artistique, mais aussi une philosophie de vie. La connexion authentique requiert la vulnérabilité, et la vraie force n'émerge pas du fait de paraître impeccable, mais de survivre à la brisure. La famille que j'ai créée à travers des relations choisies me fournit ce que ma famille biologique ne pouvait pas, l'acceptation sans exigence de performance, l'amour sans approbation conditionnelle, et la vérité sans gestion d'image.
Ces liens, construits sur un fondement authentique plutôt que sur l'apparence, offrent une stabilité que ma famille à l'allure parfaite n'a jamais atteinte. Avez-vous déjà eu à choisir entre une vérité douloureuse et des mensonges confortables? Entre la loyauté familiale et la sécurité personnelle?